Et bonjour à tous. Voilà, vous m'entendez normalement. Donc, écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on est à bord de Saori, dans le carré, et on va ensemble préparer notre future navigation. Voilà, une navigation, vous allez voir, qui va se décomposer en plusieurs parties. Mais le gros du travail, ça va être de partir de la pointe nord de l'île d'Oléron, c'est-à-dire Saint-Denis d'Oléron, en allant jusqu'à l'entrée de la Gironde, là où se trouve le phare de Cordouan, avec une destination qui sera soit de Port-Médoc, soit de Royan, qui est l'un en face de l'autre. Donc on verra ensemble les possibilités, qu'est-ce qui est le plus intéressant, qu'est-ce qui est le plus avantageux, quels sont les horaires à respecter, quels sont les dangers à éviter et quelle est la meilleure route à emprunter. Voilà, trêve de rime. On va directement commencer. Je vais vous expliquer un peu donc le but, comme je vous ai expliqué précédemment dans la vidéo précédente, c'était de naviguer vers le sud. Et vous allez voir que pour ça, il y a trois grosses navigations qui ont chacune leur particularité et qui sont chacune assez délicates. Donc on va voir un petit peu comment anticiper une zone dans laquelle on n'est jamais allé, une zone qu'on ne connaît pas du tout, dans laquelle on n'a jamais navigué. Comment anticiper au mieux les dangers en s'aidant de quel support? Est-ce qu'on va écouter des rumeurs? Est-ce qu'on va écouter Internet? Est-ce qu'on va écouter des discussions de ponton, etc. Ou est-ce qu'on va trouver ces informations, cette expérience et surtout ces informations nécessaires pour une navigation en toute sécurité et surtout en ayant conscience de là où on va, qu'est-ce qu'on risque de trouver et comment éviter et comment voilà, vous savez que la mer, l'océan, notamment en Atlantique, dû aux problèmes de marée, vous pouvez vous retrouver au même endroit quelques heures plus tard et dans un sens, ça va être un refus total et quelques heures plus tard, au contraire, la marée va s'inverser, le vent va se mettre dans le sens du courant et donc du coup, tout va filer dou tout en douceur jusqu'à votre point de destination. Maintenant, si vous forcez les choses ou que vous n'avez pas conscience de tout ça, vous pouvez très bien vous retrouver à vent contre-courant dans un chenal, un goulet avec beaucoup de profondeur et peu sur les côtés, qui est jamais très conseillé. Voilà, donc en tout cas, il faut toujours savoir là où on met les pieds. Pour ce faire, évidemment, on va utiliser, comme d'hab, le bloc marine et l'almanach du marin breton, puisque c'est une mine d'informations très précise, très fiable sur l'arrivée de chaque port. Certes, chaque zone délicate, même en France, même si c'est loin des ports, vont être expliquées. On va voir que l'estuaire de la Gironde est expliqué en détail. Donc on va directement s'atteler à tout ça. Mais avant tout, il faut savoir que, comme je vous ai dit, cette navigation, je ne vais pas la faire seule. Je vais la faire avec une personne qui a navigué plusieurs fois sur Saori, qui connaît bien le bateau et en qui j'ai assez confiance pour pouvoir lui laisser la barre quelques temps, sans ma surveillance évidemment, parce que sinon tout le monde à bord de Saori a pu barrer, faire des manœuvres, etc. Mais évidemment sous ma surveillance. Donc du coup là, si j'ai besoin vraiment de me reposer en soi et qu'il n'y a pas de bouée, puisqu'il n'y aura pas de bouée d'attente, il faut que quelqu'un puisse en toute sécurité au moins faire des tours en rond dans l'eau sans problème. Voilà, c'est une marge de sécurité. Évidemment, c'est une navigation que je pourrais très bien faire seul, mais vous allez voir que vu les entre guillemets dangers qui nous attendent en fin de navigation dans l'estuaire de la Gironde, je préfère être au maximum de ma forme. C'est une décision de chef de bord, comme il peut y en avoir plein d'autres. Il n'y a pas une meilleure que l'autre. Moi, c'est celle que j'ai prise pour ces navigations-là. Au moins, je sais que dans tous les cas, ça peut que bien se passer. Voilà. Alors, du coup, pour ce faire, il va falloir aller chercher notre personne, puisque nous, on est au fin fond de l'île d'Oléron, et que c'est très difficile d'accéder l'île d'Oléron. Donc, on va devoir aller à La Rochelle dès demain euh, pour, pour aller récupérer la personne. Est-ce que je fais ça avec vous, en fait? Parce que je vais le faire avec vous. Parce que pour vous expliquer qu'il n'y a pas de petite navigation, il n'y a pas de petite préparation, il n'y a pas de petite nave. Moi, je prépare toutes mes naves, même les petites. Vous allez voir qu'une petite navigation, c'est très rapide. Ça va être bien en fait, ça va être intéressant. On va voir ce que c'est une petite navigation
à préparer vite fait quand c'est dans un endroit que vous connaissez, par beau temps, etc., que vous allez d'un port que vous connaissez à un autre port que vous connaissez. Il faut quand même préparer sa navigation et vous allez voir que c'est assez rapide. Maintenant, quand on va faire une grande traversée, vous allez voir que la méthodologie n'est pas la même. Et donc, ça peut être bien pour vous de voir un petit peu les deux façons, sachant que l'une ne remplace pas l'autre. C'est vraiment l'une va être plus pratique pour des petites navigations afin de juste savoir si le vent va forcir, s'il va mollir, etc. À quelle heure sera la bascule de courant, et des choses assez simples. Il vaut mieux les savoir au préalable qu'une fois en mer et qu'on se rend compte que bah, on a 2 nœuds de courant dans le nez alors qu'on serait parti quelques heures après. Ça aurait été tout le contraire. Voilà. Donc du coup, on va partir. On commence le jeudi 5 mai. Et on va venir chercher la marée, évidemment. C'est la première chose à faire. Je vais du coup vous partager mon internet. Tac. Là. On se cale bien sur Saint-Denis-d'Oléron. On vient chercher le 5 mai. On vient chercher 4 mètres d'eau. On voit que c'est à partir de 16h51. Donc on va écrire 3 mètres 50. 3 mètres 50. On voit que c'est à 16h20. Et 4 mètres d'eau, c'est 16h50. On arrondit pour une facilité de lisibilité. On n'arrondit pas trop non plus. Et si possible, si on doit arrondir beaucoup, on essaie d'arrondir avec de la marge plutôt que le contraire, plutôt que de se enlever de la marge. Mais là, retirer 1 minute, ça permet une meilleure lecture, une meilleure lisibilité. Et de toute façon, en 1 minute, la marée, c'est pas non plus une énorme différence. Donc il faut rester aussi clair, logique et savoir qu'est-ce qu'on calcule, pourquoi. Là, on calcule une hauteur d'eau. On n'est pas à 1 centimètre près, on n'est pas à 1 minute près. Donc on essaye de faciliter la lisibilité, la lecture de nos notes. Donc là, je sais qu'à 16h20, 3,50 m, à 16h50, 4 mètres. Moi, c'est assez simple. Et pour le port d'arrivée, pour le coup, là, c'est La Rochelle. Donc La Rochelle, on peut y rentrer quasiment à toute heure et tous les jours, surtout par petit couef. Voilà. Après, il faut voir, vérifier avec votre tirant d'eau et vérifier le coefficient de marée. Là, on voit que le coefficient de marée il sera de 60. Donc, on voit qu'on a déjà 1,85 m d'eau à marée basse. Nous, on partira là. Donc, techniquement, vu qu'on part l'après-midi, ça sera le 2. Et on voit qu'il y a 1,25 m, mais c'est à minuit. Donc il faut savoir qu'à à marée basse ce jour-là, on aura quand même encore un peu moins de 2 mètres d'eau. Sachant que mon bateau il fait 1,40 m de tirant d'eau. Et on a déjà presque notre marge avec presque notre pied de pilote. Voilà, donc on peut presque passer sur des sondes à zéro. Alors, par la suite, une fois qu'on a juste la marée, on va regarder. Bon, alors au niveau de la route, là c'est une route que je connais par cœur. On va quand même, comme d'habitude, moi je vous montre un petit peu ce qu'on va faire. On va partir tout simplement en plein nord, ici, à partir de là. Une fois qu'on est sorti du chenal qui se trouve ici, hop, on part nord-est. On hisse les voiles à 1 mille des côtes, histoire d'être tranquille. Et après, par la suite, on trace tout droit. On peut viser Mayanel ou Bayonel, comment elle s'appelait déjà? Je crois que c'est Mayanel celle-ci. Attendez, ça lag un peu. Les minimes, elle s'appelle. Ok, c'est la bouée des minimes. Moi, j'aime bien viser la bouée des minimes. Pourquoi? Parce que ça me sort du gros chenal des cargos. Il y a le chenal qui va à la palisse. Vous voyez, ici, il y a la Chauveau et la Roche Sud. Et à partir de entre ces deux-là, vont rentrer tous les cargos, ceux qui vont monter à la palisse et les gros bateaux, un ferry, etc., qui vont aussi à La Rochelle. Alors que si vous si vous visez celle-ci, techniquement, elle est juste à côté, ça vous donne un bon repère et au moins ici, vous affalez, vous remettez hop dans le chenal à partir de cet endroit-là, là, et tac, vous chopez le chenal et vous rentrez
Au minimum, une fois au minimum, vous rentrez dans l'avant-port et le ponton visiteur sera ici. Voilà, sur cette partie-là. Donc, on sait exactement où on va. On sait au niveau des sondes, on voit que normalement, c'est la tour Richelieu la moins haut. Et on voit qu'il y a 40 cm, 90 cm, 60 cm. Donc, on va dire 40 cm. 40 cm. Et nous, de toute façon, on part marée montante. Donc, on arrivera, quoi qu'il arrive, à marée haute. Donc, c'est pour ça que là, le calcul est très vite fait. Mais au moins, je sais que je vais partir dans les 3/12e, puisqu'on va partir pile au milieu de la marée. Donc, on voit que c'est là où la courbe est la plus haute. Est-ce que vous voyez bien tout? Je vérifie sur la capture. Ouais, c'est nickel. Donc, on va partir en plein milieu de entre la marée basse et la marée haute. Donc, c'est là où il y a le plus de courant. Mais on voit qu'on est à 62 coef, donc il y aura très peu de courant, quoi qu'il arrive. Même dans les 3/12e, il y aura peu de courant. Donc, c'est une très bonne chose. Et on sait que quand on va arriver, on aura et de l'eau et peu de courant, puisqu'on va arriver vers la marée haute. Donc, des conditions très bien pour pouvoir naviguer. On va regarder la météo. Le vent, on va voir qu'il y a quand même pas mal de vent. Enfin, pas mal de vent. Il y a 15 nœuds avec des rafales à 20. Donc, on va prendre 16 heures, sachant que là, on va pouvoir se mettre en arôme, je pense. Ouais. Ah, pas longtemps. Que jusqu'à 19. Ok. Donc, 16 heures. J'écris 16 heures. Vent 19 nœuds. Ouest. Rafale à 23. 18 heures. « 18 nœuds, toujours ouest, ouest-nord-ouest. Et on a des rafales à 23. Et on va prendre le maximum 20 heures si je l'ai. Ça lagouille. Ok, 20 heures. Pareil, 20 nœuds. Nord-ouest cette fois. Avec des rafales à 24. Ok, donc là, la traversée, elle risque d'aller assez rapide, hein, vu qu'on a vu qu'il n'y a que 10 000. Là, au moins, c'est du 5 nœuds de moyenne facile. Donc en 2 heures, on a traversé. Par la suite, on passe un bout de nuit là-bas et il faut repartir le lendemain. Le 6. Le 6 mai, donc on va écrire 6 mai. Il y a un truc que j'ai pas regardé, c'est juste l'état de la mer. On voit qu'il y a un peu de vent. On va regarder l'état de la mer à ce moment-là. On va noter la période des vagues. C'est intéressant, surtout la hauteur, mais surtout la période. On va voir si la mer sera calme. Ou voilà, 4 secondes, vous voyez que c'est ce que je craignais. Donc là, c'est une petite mer très courte, très hachée, et pas très agréable, et plein travers. D'accord? Donc on va l'écrire. 0,7 mètres, nord-ouest, période 4 secondes. Hop. Le lendemain, c'est plus calme. Et il faut qu'on arrive à Saint-Denis avant 11h30. Donc on va écrire 4,50 m, 10h40. On va chercher 4 mètres. Pourquoi je prends autant d'eau? C'est parce qu'ici, il y a un seuil naturel. Et du coup, le seuil naturel est au-dessus du zéro hydrographique des cartes. Ce qui me demande de prendre de la marge pour ne pas toucher.
4 mètres, 11h43. Attends, en 1 heure, on perd 50 cm? Ouais, c'est ça. Et 3,50 m, midi 13. 3,50 mètres. Midi 30, pardon. Midi 30. Voilà, on écrit le coef qui sera de 54. Et vous allez voir que ça a toute son importance. Et demain, il est de 60. Voilà, et on va regarder le vent, savoir à quelle sauce on va être mangé au retour. Et normalement, c'est pétole. Pétole, et en plus, c'est dans le bon sens, vous voyez. Enfin, dans le bon sens, c'est pas... Donc c'est au portant. Et là, ça bouge un peu. Donc on va calculer à partir du jour. Le jour, c'est 6h, 7h en ce moment. Alors, vendredi 06 à 6h. On a 8 nœuds, plein nord. Rafale 14. À 8h, on a 9 nœuds. Nord, nord-nord-est. Rafale à 13. À 10h, nous on veut arriver entre 10 et 11h. À 10h, là, il n'y a vraiment pas de vent. 6 nœuds. Avec des rafales à 13. Et 11h, c'est pareil. Ok. Et on va regarder juste l'état de la mer, par curiosité, pour savoir. De toute façon, ça risque d'être pareil du nord-ouest. Hein. Donc on voit que c'est du nord-ouest, et cette fois, il y a très peu de, il y a quasiment pas de mer. À mon avis, ce sera tout plat. Voilà. Donc vous voyez, c'est deux petites navigations, des endroits que je connais, mais à tout moment, quand je vais arriver au milieu de la navigation, je me dis, attends, mais à quelle heure c'était déjà 4,50 m? Pas 10h40. Je l'ai, je sais l'évolution du vent, je sais si ça va mollir, si ça va forcir, fraîchir. Donc c'est une bonne chose de fait. Voilà, ça c'est pour vos petites naves, ce qu'on appelle un tour en rond dans l'eau, ou un petit passage d'un point A à un point B que l'on connaît par cœur. On sait où sont les dangers. Vous avez vu qu'au niveau de la route, je connais les dangers dans ce coin-là, pour ça qu'on va hisser un petit peu plus haut. Après, je connais les dangers qui ne sont pas forcément des rochers, mais qui peuvent être des bateaux, justement, donc de ce chenal-là. Peut être avec des bateaux qui peuvent aller vite, etc. On peut avoir des bateaux militaires, des bateaux, comme je vous dis, des navettes de transport et tout, donc qui vont assez vite. Donc on reste au sud, et puis après on prend le chenal juste pour la dernière partie. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, on va passer au gros du sujet, et on va passer à la nave du 7. Et pourquoi le 7 a été choisi? Vous allez voir que arrivé à l'estuaire de la Gironde, c'est un estuaire, imaginez bien la largeur du truc. Donc forcément, qui dit estuaire, qui dit cours d'eau qui se jette dans l'océan, etc., dit courant, fort courant. En plus de ça, cet endroit est réputé, comme Montmusson, pour ses bancs de sable à fleur d'eau, qui se déplacent, etc. Donc il va falloir être particulièrement méthodique,
Qui dit banc de sable dit aussi la mer qui se remonte, la mer qui du coup le volume d'eau qui arrive sur le banc et qui forcément grimpe le long de la dune de sable immergée. Et par la suite, forcément, une fois que l'eau est remontée, et ben après, elle va avoir tendance à déferler. Voilà, donc on va voir tout ça très bien. On va voir où sont les déferlantes, où sont les passages recommandés, où sont les passages dangereux et indiqués. Et comme ça, on va pouvoir préparer notre route au mieux. Donc, on part directement le 7. On va partir, nous, à 5 heures du mat. Et comme ça, on va faire lever de soleil en mer. Et ça va être top. Lever de soleil en mer, c'est toujours très sympa. En plus de ça, ici, le départ est pas trop compliqué. Plus simple que l'arrivée, en tout cas. Et par la suite, après, c'est safe tant qu'on respecte Antioche. Évidemment, c'est ce qu'on va faire. À partir du moment où on respecte Antioche, etc., il n'y a aucun souci. On sera même peut-être guidé par le phare de Chassion. Impossible. Donc du coup, on part samedi 7. Samedi 7, est-ce qu'on est bien on est toujours à Saint-Denis-d'Oléron, on est bien le 7. Alors, 07, 05. Et on a un coef, vous allez voir que c'est assez intéressant, de 39. Donc c'est pas anodin si on part ce jour-là. C'est justement parce que c'est la période des petits coefs. Vous voyez que c'est le premier jour où il y a vraiment des petits coefs. Donc je comptais partir à partir du 7. Finalement, les conditions pour le 7 sont parfaites. Donc du coup, on va partir dès le premier jour où j'ai jugé un coefficient assez simple. Encore une fois, on va dans une zone qu'on ne connaît pas. Donc on va devoir l'apprendre et l'apprivoiser avec beaucoup d'humilité et ne pas, surtout ne pas faire preuve d'orgueil, qui est le plus gros défaut d'un marin. Vraiment le défaut numéro 1 qu'on ne souhaite à aucun marin, c'est d'être orgueilleux. Par la suite, on va doter donc les hauteurs d'eau, comme d'habitude. 3,50 m à 5h30. Et 4 mètres à 6h20. Ah, donc en 1 heure, on gagne que 50 cm d'eau. Pourquoi? Évidemment, parce que c'est un petit coefficient. Pour ceux qui vraiment sont un peu largués, le coefficient de marée, ça va être justement ça va être en rapport avec le marnage, ce qu'on appelle le marnage, c'est-à-dire la différence de hauteur à marée haute et à marée basse. Donc l'amplitude de cette hauteur va être en fonction du coefficient. Le coefficient, évidemment, c'est surtout en fonction de la Lune, mais c'est ce qui, justement, donne une indication sur cette hauteur, cette différence de hauteur, donc ce qu'on appelle le marnage. Donc un gros coefficient supérieur à partir de 70, mais on va dire supérieur à 100, entre 100 et 120, ce sont les très gros coefficients. On va avoir énormément d'eau à marée haute, on va dire 6,50 m d'eau. Marée basse, on va avoir 60 cm d'eau, très peu d'eau. Alors qu'avec un petit coefficient comme on a ici, on va avoir, comme vous le voyez, on a 4,80 m, bah c'est écrit là, 4,80 m à marée haute et 2,65 m à marée basse. Donc il y a 2 mètres de marnage, ce qui est ridicule. C'est vraiment ridicule. Après, tout dépend de la zone, la latitude où vous êtes. Évidemment, plus vous rapprochez de l'équateur, moins il y a de marée, etc., etc. Mais pour nous, pour le cas de la Charente-Maritime, 2 mètres de marnage, c'est vraiment ridicule. Et du coup, c'est très intéressant parce que si on a peu de différence d'eau entre marée basse, là, imaginons que c'est la côte, et là, c'est le large. On a une marée haute là et un peu moins d'eau là. Et hop, et vous voyez que si le vase communicant est beaucoup plus petit, l'amplitude est plus petite que si ça faisait comme ça,
forcément, la masse d'eau qui se déplace d'un endroit à l'autre est forcément réduite. Parce que c'est un petit peu comme si vous écouliez votre baignoire petit à petit, quoi, vraiment un léger fil. Et donc, ça veut dire, ce qui est le plus important, qu'il y aura peu de courant. Voilà, parce que c'est ça qui nous intéresse. Parce que si on arrive dans ces endroits-là avec 120 de coef, 100 de coef, 90 de coef, on peut se retrouver avec 3 nœuds, 4 nœuds, 5 nœuds de courant, beaucoup de courant selon les endroits, en tout cas plus de 3 nœuds de courant, et ça peut être très vite euh, pas agréable à bord, quoi. Ça peut être très vite très stressant. On voit que le bateau il commence à avancer en crabe, notamment c'est censé être dans la bonne direction si vous y allez à la bonne heure, mais c'est quand même jamais très appréciable, surtout dans une zone que vous ne connaissez pas. Peut-être qu'après coup, une fois qu'on aura découvert la zone, qu'on sera rendu compte vraiment de la largeur, du chenal, de la profondeur de certains endroits, etc., il est fort probable qu'on puisse se permettre de sortir avec des marées plus importantes, des coefficients de marée plus importants. À savoir que c'est quand même le cours d'eau qui va à Bordeaux. Donc il y a quand même des paquebots qui passent par là. Donc c'est pas non plus un endroit inaccessible, je pense, vu qu'il doit y avoir quand même de la profondeur, et on va voir ça ensemble. Nous, ce qui nous intéresse, c'était pour l'instant l'heure de départ. L'heure de départ, je l'ai calculée par rapport à l'heure d'arrivée. On le fait à l'envers. Ce qu'on veut savoir, c'est à quelle heure on veut arriver. Et on voit ici que le samedi 7, alors cette fois-ci, on va prendre Royan, puisqu'on ne sera plus à l'arrivée, elle ne se fera pas à Saint-Denis, et du coup, les hauteurs, enfin les marées ne sont pas les mêmes quand vous changez de port. Donc, il faut bien se référer au bon port à chaque fois. Là, vous voyez que c'est Royan. Et donc, Royan, vous voyez que à 20h55 commence l'étale, à 21h. Et c'est pile le moment où j'ai envie d'arriver, parce que c'est le coucher du soleil, parce que c'est l'étale, parce que c'est marée haute, parce que ça nous laisse le temps de faire toute la navigation, etc. etc., etc. Donc, on s'imagine arriver pour 21h. Du coup, on va prendre 20h pour avoir un petit peu de marge, histoire de ne pas être trop stressé. Et donc, si on veut faire arriver à 20h, il va falloir calculer quelle est la distance que l'on va parcourir, pardon, quelle est la vitesse moyenne que le bateau va effectuer. Donc ça, on ne peut pas l'imaginer, il va falloir regarder par rapport au vent qu'on va avoir, les prévisions du vent. Donc on va faire une estimation de notre vitesse moyenne en fonction du vent, des prévisions. Après, on fera une estimation du coup de la route, de la distance à parcourir en utilisant le logiciel, vous allez voir. On va imaginer à peu près combien de distance on a à faire, même avec un simple compas, vous pouvez le faire. Et par la suite, on va en déduire combien d'heures de nav, une fourchette, on va avoir. Et bon, je vous spoil déjà, le calcul, je l'ai fait, ça sera entre 10 et 15 heures de navigation, selon Saori. Mais donc, du coup, c'est pour ça que je prends 20 heures, je retranche 15 heures, puisque c'est le maximum de ma fourchette, entre 10 et 15. De 20 heures, je retranche 15 heures, et j'arrive à 5 heures du mat. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'un départ vers 5 heures du mat, puisqu'on voit que là, à 5 heures du mat, on ne sort pas, puisqu'on n'a pas assez d'eau. Il faut attendre bien 6 heures pour sortir, quoi, je pense. Je pense que ça va être plutôt 6 heures. Ça, je vais le vérifier parce que là, ça en devient encore dans des parties un petit peu plus techniques. Mais comme je vous ai dit, Saint-Denis, il y a un seuil naturel et il vient d'être dragué récemment. Donc là, il faut que je refasse mes calculs encore en repassant pour voir les 2 naves de demain nous serviront à bien calculer la hauteur précise maintenant que ça a été dragué, voir si on peut gratter une demi-heure ou si au contraire, on ne peut pas. Voilà, donc ça c'est important. Donc on regarde là où on veut arriver. On veut arriver à Royan ou à Port-Médoc. On veut arriver quand il fait encore jour pour voir quelque chose. Et on veut arriver à l'étale, comme ça il n'y a pas de courant et on n'est pas embêté par justement ce chenal qui risque d'être beaucoup plus accueillant si on respecte tout ça que si on y va à l'arrache et qu'on arrive quand on arrive. On met les voiles pleines balles, on avance à 7 nœuds de moyenne, c'est un régal, sauf qu'on arrive 3/12e de 86 de coef.
Et, vent contre courant, bon bah là c'est un enfer sur terre et c'est vraiment pas recommandé. Voilà. Ok, on va partir du coup sur notre navigation. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Je vérifie que l'enregistrement est toujours en cours. Je vérifie que vous m'entendez toujours bien, ce qui a l'air d'être le cas. Donc j'espère que ça vous intéresse pour l'instant. On va regarder justement notre traversée, ce qu'il en est, grosso modo, évidemment. Puisque vous allez voir qu'on va quand même beaucoup naviguer au large. Donc il y aura peu de problèmes. Donc on partira à 5 heures du mat, on partira ici. Ce que je vais faire une petite route manuelle. Ce sera plus simple. Voilà, donc une fois qu'on est sorti du chenal, on se retrouve ici. Voilà, on va viser plein nord, comme d'habitude, pour sortir un peu de cette zone ici, là, voilà, pour hisser la voile. On va hisser la voile, on n'a pas besoin de hisser dans le chenal, hein. On peut très bien faire 2 minutes de moteur. Ce sera 5 heures du mat, ce sera de nuit, on verra pas les casiers, etc., etc. Donc on va s'écarter un petit peu des problèmes. Et on va venir hisser notre voile dans ce coin-là. Après, on va venir faire le tour d'Antioche en respectant la distance, puisque ici, on sera donc à marée montante. Donc on va avoir le peu de courant qu'il y a, puisqu'il y a peu de coef. On va avoir le peu de courant dans le pif à cet endroit-là, puisque le courant il rentre dans le pertuis d'Antioche. Hein. Là, l'océan rentre dans le pertuis, il grimpe. Donc forcément, là, c'est peut-être un des pires moments. Mais on aura passé les 3/12e, comme vous le voyez là. On sera à 6 heures, 6 heures, 7 heures. Donc on n'aura aucun problème par rapport à ça. Mais c'est bien de comprendre, vous voyez, il faut bien comprendre la philosophie du truc. On va même, avant de faire le truc détaillé, on va justement, avant cela, on va regarder en large, en essayant d'être un petit peu, en prenant du recul sur notre navigation. Et avant de compter chaque petit caillou, chaque petite balise, etc., on va essayer d'imaginer un petit peu quels seront les éléments et quelle va être, à quelle sauce on va être mangé. On va regarder rapidement quand même le vent, histoire d'avoir une idée. Mais comme vous allez le voir, le vent, il est nord-ouest et il est léger, du 10 nœuds, 12 nœuds, avec des rafales à 15, 16. Donc c'est vraiment pile ce qu'on veut. Et normalement, en plus, le soir, ça se calme un peu. Avec le soir, là, il y a même pas 10 nœuds. Il doit y avoir 9 nœuds, 8 nœuds, 9 nœuds. Donc c'est une très bonne chose. Donc on sait qu'on va avoir un petit coef et un petit vent nord-ouest, vent dominant, etc. Si ce jour a été choisi là, c'est pas pour rien, évidemment, c'est parce que les conditions sont idéales. Donc on va imaginer on part de nuit. On va donc s'écarter un petit peu de la côte pour pouvoir faire notre manœuvre de hisser les voiles et tout tranquillement. Et après, on va voir qu'on sera face au vent, face au courant, mais en tout cas, et face aux vagues. Donc on va être face aux éléments jusqu'à passer Chassiron. Donc il faut aller jusqu'à Antioche en passant Chassiron. Donc on peut imaginer peut-être de faire une petite partie au moteur, au moins le temps de se mettre dans un axe sympa par rapport au vent. Et peut-être qu'on viendrait se placer ici à 2000. Hein, vous voyez, 2000 c'est vite fait, c'est même pas une demi-heure de moteur. Ouais, c'est une demi-heure de moteur. Et on vient se placer ici, et comme ça, on va pouvoir directement choper du travers et après partir au portant. Ce qui est une possibilité si on veut rester dans le timing, et on va pas commencer à tirer des bords dans du petit temps, face au vent, face aux vagues, face au courant, à cet endroit-là, et perdre 1 heure et demie à faire 2000. Vous voyez, ça serait un peu dommage. Donc on peut imaginer cette solution-là, de devoir au début, vu qu'on est un peu face à tout, faire un petit peu de moteur, histoire de s'écarter, histoire de plutôt avoir un peu d'avance sur le timing, que dès le début prendre du retard à tirer des bords. Ce qui n'est pas impossible, hein, c'est au choix du capitaine. Moi, le moteur, je le mets le moins possible, quasiment jamais. Mais là, je trouve que pour 2000, c'est peut-être une bonne idée de faire ça pour être pépère, de commencer la navigation tranquille, le temps de ranger les pare-battes. Déjà, rien que vous prenez le temps de ranger les pare-battes, ranger le trick, etc., faire le tour du bateau et tout, la demi-heure, elle est très vite passée.
Donc une fois qu'on est là, après on voit que évidemment on va avoir Antioche, tout ça on verra un peu dans le détail, mais en gros on va partir quand même au large. On va partir au large de la côte sauvage d'Oléron, donc c'est quand même un endroit où vous voyez que naturellement on est quand même dans de l'eau, quoi. Et donc on risque peut-être de voir des dauphins, on peut imaginer qu'ici on risque de voir des animaux sympas, puisque c'est un peu le passage obligatoire pour eux de longer cette côte et pour aller un peu plus haut, donc on sera un peu sur leur axe de passage, donc ça peut être intéressant. Vent dans le dos, petit vent dans le dos. Au niveau des vagues, on voit que on aura même pas 1 mètre de vague dans le dos. Donc ça va être, c'est possible même que ça soit très calme. Mais dans tous les cas, on va être vraiment poussé par les éléments. Petite retenue de baume, petite bretonne, et on laisse filer le bateau tranquillement sous le grand soleil jusqu'à l'entrée du chenal. Voilà, on verra plus précisément après pour les détails, mais on va arriver jusqu'à l'entrée du chenal et on a quand même une petite trace de... Oh, 30 000, c'est pas énorme, hein, 30 000. On a 30 000 à faire en ligne droite au portant. Après, on arrive au chenal. Là, on verra plus en détail le chenal, mais il faut bien comprendre qu'à partir de là, arrivent les problèmes de remous, les problèmes de banc de sable. Donc, il est fort probable qu'on suive la bordure extrême du chenal, comme ça, s'il y a un paquebot qui passe, on ne le gêne pas, voire la bordure extérieure du chenal, puisqu'on voit qu'il y a 13 mètres, etc., pour aller directement jusqu'à Royan. Ça va tout droit jusqu'à Royan. Donc, j'ai l'impression que le chenal nord, on verra qu'il y a des dangers quand même, mais que le chenal nord, là, le gros chenal des paquebots, il a l'air assez facile à emprunter, surtout si on veut aller à Royan. Même si, bon, on peut aller partout. Donc voilà, on s'imagine une grande navigation, on voit le temps qui passe, le soleil qui fait sa courbe dans le ciel, et arrivé au bout, le soleil qui commence à se rapprocher de l'horizon, nous on se rapproche de la côte, on mettra le moteur, et puis on partira dans ce chenal jusqu'à notre port d'arrivée. Donc celle-là, c'est pas la nave la plus compliquée, je vous l'accorde, mais vous allez voir que cet endroit-là, l'endroit de Cordouan, il est quand même réputé pour être très mauvais, et donc il va falloir connaître les lieux, et on va pas passer tout droit au plus court du point A au point B, parce que ça va être ça va être trop dangereux. Donc, du coup, on passera sur le côté. On a notre marée, on va regarder s'il y a de l'eau à Royan, parce que j'ai cru voir que voilà, que Royan, il n'y avait pas d'eau. Vous voyez, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 20 cm, 10 cm. Donc c'est pas fou, vous voyez. Mais encore une fois, on arrive marée haute et on a plus de 4,50 m d'eau. Donc 4,50 m d'eau sur une sonde à 20 cm, je passe sans souci. On regarde les sondes sur les côtés, 20 cm, 80 cm, donc on voit que c'est assez plat en fait, hein. C'est un estran, c'est vraiment marée basse, ça se découvre, mais c'est pas, c'est pas, ça remonte pas à pic. Donc avec 4 mètres d'eau, on peut même passer partout en fait. On peut vraiment passer où on veut. Donc c'est intéressant de savoir. Donc on va quand même noter les marées parce qu'on veut savoir combien on aura d'eau à quelle heure. 4 mètres d'eau, on va noter 18h15. Voilà, 4 mètres 50. 19h15. Et 11h le matin. Et je vais même noter aussi 23h50. Si dans le pire des cas, on rate la marée. Voilà. Donc, par la suite, on va reprendre la route un petit peu plus détaillée. On va voir un peu quels sont les problèmes à vue d'œil. Parce qu'on veut savoir où on va. Et après, on regardera en détail les dangers et tout dans l'almanach. Mais d'abord, on veut comprendre un peu ce qu'on fait. Route, manuel.
Donc voilà, ça, je m'en sers vraiment pas. Je m'en sers uniquement pour préparer mes navigations. Je vous déconseille de naviguer avec des routes automatiques ou manuelles. Euh, Un bateau, il suit pas un cap bêtement. Un bateau à moteur pourrait, un bateau à voile, c'est bien différent. Il faut quand même utiliser les éléments qui sont autour de nous. Hop, on va passer un peu au large des problèmes. On va passer ici. Passer ici, 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 grosso modo. Hein. C'est vraiment juste pour avoir une approximation des 1000. Sachant qu'on fera tout au portant, donc on n'aura pas besoin de tirer des bords, etc. Donc on sera quasiment en ligne droite. Et là, on arrive à 50 000 précisément. 50 000 de nav. Et du coup, bah, si on prend une moyenne basse, vu qu'on sera quand même dans du petit temps, à 3 nœuds, ça fait du 15 heures. Si on prend une moyenne haute à 5 nœuds, ça fait du 10 heures. Donc voilà comment j'ai calculé ma fourchette. Quand je vous ai dit, on mettra entre 10 et 15 heures. J'ai vu qu'il y avait 50 000 au total, en ligne plus ou moins droite, vu que c'est à peu près ce qu'on va faire. Et sur ces 50 000, on divise par 3 ou on divise par 5, selon la moyenne du bateau. On peut diviser par 4 aussi, si on fera du 4 nœuds de moyenne. Et tout ça, on le calculera quand on sera sur place, et puis on pourra un peu... on pourra un petit peu rectifier, justement, quand je vous dis qu'un chef de bord, il a en permanence des calculs dans la tête, même quand il est au milieu de l'eau et qu'il y a 200 mètres de profondeur, et que pas de bateau autour, parce qu'il va falloir qu'il calcule, est-ce que ma moyenne est bonne par rapport à l'heure d'arrivée, etc., etc. On va inscrire le vent, du coup, pour le 7. Là, on a un peu de notation à faire, puisque évidemment, on va devoir prendre de 5h du mat jusqu'à 21h. 5h, on a un vent nord, 9 nœuds, rafale à 17. Évidemment, c'est des prévisions qu'on viendra revérifier la veille du départ. 8 heures. On a 7 nœuds nord-nord-est. Rafale à 12. « 10 heures. 10 heures, on a 6 nœuds. Donc, vous voyez, quasi pétole. Hein. Donc, du coup, il va falloir qu'on s'imagine mettre le SPI. Il est fort probable qu'on mette le SPI. Enfin, le Génac. Parce que là, c'est un temps à Génaqueur, ça, clairement. Quand on voit que ça se stabilise bien et tout. 13 heures. 9 nord-ouest. Tourne un petit peu. Rafale à 12. Vraiment, conditions champagne sailing, hein, comme on dit. Hein. C'est vraiment des conditions agréables. C'est un ami qui a déjà fait plusieurs navigations à bord de Saori. On a fait une petite navigation de nuit, etc. Mais on n'a jamais fait beaucoup plus de 20 000 ensemble. Là, on parle de 50 000 minimum. Donc, j'ai envie de faire en sorte qu'il soit bien, que le voyage soit agréable pour lui. Donc, j'ai pris en compte aussi le fait de naviguer dans des conditions délicieuses. 13 heures, on a quoi? 16 heures? 16 heures, 12, nord-ouest, rafale à 16. Ça nous permet le petit coup de boost pour arriver un peu plus vite. Pas trop traîner sur la fin. Là, on a quoi? 19 heures. On a du 14 nœuds nord-ouest. Donc je pense qu'entre midi et 2, on mettra le SPI et puis après on mettra voile pleine, quoi. 19 nœuds.
Et le fameux 21h. Bon, 21h, par contre, on sera plus bas. Par là. On va prendre au plus désavantageux. Parce que si je viens là, forcément, je vais me mettre, ah, c'est bien, je vais avoir que 6 nœuds. Je vais noter 6 nœuds. Je vais penser que je vais avoir 6 nœuds. Sauf qu'arrivé ici, ben, on va avoir 12. Et du coup, c'est le double. Donc, on va prendre là où c'est le plus haut. On va prendre 11, ça me paraît pas mal. C'est 21h, 22h. Très bien, 21h. 21h. 12 nœuds. Nord-ouest. Voilà, 17. Voilà. On va quand même prendre la suite, comme je vous ai dit, si jamais on a, quoi qu'il arrive, quoi qu'il soit, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc on va quand même prendre un petit peu la suite, savoir à quelle sauce va être mangé si on reste la nuit, sachant que c'est marée haute. Il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas, en fait. Il n'y a aucune raison, parce que jusqu'à minuit, on a vraiment toute la journée. On part à 5 heures du mat pour faire 50 000. On aura largement... On peut pas rater la marée, puisque c'est justement, j'ai fait exprès de partir tôt le matin pour arriver en début de marée haute. Et comme ça, on a toute la marée haute, l'étale de marée haute pour arriver. Et c'est donc entre, on va dire, entre 19h et entre 20h et minuit. On est entre 20h et minuit pour arriver, ce qui nous fait une bonne marge. Donc c'est vraiment bien. C'est vraiment une nave qui s'annonce vraiment cool. Bon, par la suite, il y en aura encore une grande jusqu'à Arcachon, hein, je vous en ai parlé. Et une grande encore plus grande jusqu'à Biarritz. Donc, il y a trois grosses naves qui s'annoncent. Là, c'est la plus petite des deux. Mais il y a quand même Cordouan. Donc on va quand même regarder un peu ce qu'ils disent sur Cordouan. J'espère que c'est pas trop long, mais de toute façon, on est en train de préparer 3 navigations, dont une importante qu'on n'a jamais fait et assez longue, hein, quand même plus d'une dizaine d'heures de nave. Donc forcément, ça se prépare pas en 5 minutes. Et c'est là où je voulais vraiment mettre un point d'honneur à bien préparer avec vous ensemble. On va prendre le bloc marine. Il y a un truc que j'ai pas vu, c'était les vagues. On va regarder quand même les vagues, qu'est-ce que ça dit durant la journée. Quasiment pas de vagues. « 10 cm, toutes les 9 secondes, et c'est du nord-ouest. Alors, pourquoi ça se met pas à jour? Et ça, c'est les vagues, 80 cm, 5 secondes. Parce qu'il y avait la houle et les vagues. C'est très léger. Je pense que c'est très léger. Alors, dernière partie, on va voir un peu quels sont les dangers qui nous attendent. On va reprendre ici, on reprend notre route. On voit qu'ici, je vous ai dit, on s'écarte de la côte. Ici, on a Antioche, évidemment, qu'on va, en tant que bon local qui connaît bien la région, évidemment, on va respecter Antioche, puisqu'on ne joue pas avec Antioche. On va s'écarter au large, et là, on va se mettre au portant. On a le plateau de la Chardonnière à esquiver. On voit qu'il y a des petites épaves ici. On a le plateau de Pointe de Chardonnière et de la Conche, banc de Chaucre, etc. Donc tout ça, on va esquiver. On part au large. Ici, on a Montmusson. Donc vu qu'on sera au large, aucun souci. Mais on s'imagine que si on longe la côte là, dans la préparation, comme je vous ai dit avant de lire en détail, s'imaginer que là on passe ici, forcément il y a un cours d'eau, il y a l'océan qui se rencontre. Donc, il faut voir s'il va y avoir du courant qui nous déporte, du courant qui nous aspire, ou si justement quand on passe, imaginons qu'on passe juste à côté,
peut-être un effet de site avec la terre d'un côté, la terre de l'autre, de l'eau au milieu. Alors peut-être un couloir favorable pour que le vent s'engouffre avec un effet venturi et du coup un petit peu plus de vent. Donc quand on passe des endroits comme ça, si on est un peu assez près pour avoir les effets de site pris en compte, c'est important de savoir peut-être, on va pouvoir mettre un riz ou quoi que ce soit pour passer cet endroit. Je vous donne ça pour théorie. Évidemment, quand il y a 10 nœuds de vent et qu'on est à 30 000, à 10 000 des côtes, il n'y a aucune question à se poser. On parle vraiment dans la théorie. À cet endroit-là, je passe une bande de terre et je passe une autre bande de terre. Qu'est-ce qui va se passer entre les deux? Est-ce qu'il y a du courant? Est-ce qu'il y a du vent qui peut s'engouffrer? Si oui, dans quel sens? C'est une bonne chose à savoir. Voilà, nous, ce qu'on veut connaître, c'est cet endroit-là, puisque cet endroit-là, on ne le connaît pas du tout, ni en terrestre, ni en quoi que ce soit. On va regarder sur Google Maps aussi, parce que vous allez voir que c'est assez intéressant. Moi, j'aime bien regarder Google Maps. Des fois, ils ont des cartes à jour, et là, pour le coup, c'est très parlant. On se met en vue satellite, voilà. Donc, on va jongler entre ça, ça et le bloc marine. Je vais chercher mon bloc marine. Port-Médoc, Royan, estuaire de la Gironde. Voilà, on a une page entière à lire. Donc, estuaire de la Gironde. Il y a une petite carte ici avec écrit les noms, etc., pour qu'on puisse se retrouver. Alors, secteur nord Gironde, caractéristique de l'estuaire de la Gironde. Eau agitée. Attendez, je vais mettre le micro bien devant, comme ça vous m'entendez bien. Donc, eau agitée par des courants contraires qui donnent naissance à des clapots désagréables en certains secteurs. Comme d'habitude, vent contre courant, c'est un enfer. Donc tous les endroits un petit peu difficiles, Montmusson, l'estuaire de la Gironde, le Ratsin, le passage du Four, tous ces endroits-là, évidemment, toujours respectés et jamais vent contre courant. Courant, fort ou très fort par gros coef, pouvant atteindre 3 à 5 nœuds. 3 à 5 nœuds. Pour les voiliers, en tenir compte absolument. Donc c'est là où, pour l'instant, vous dites, ah la lave a l'air simple, les conditions sont parfaites, etc. Maintenant, on va lire ce que j'ai lu au préalable et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ce moment-là pour naviguer. Donc 3 à 5 nœuds de courant. En 5 nœuds de courant, vous êtes pleine balle du moteur, ça s'annule à peine. Hein. Donc c'est quand même chaud. Houle du large, ouest, évidemment, la fameuse houle de nord-ouest, c'est celle qu'on va avoir. Sollicitée par des courants contraires, elle grossit et déferle dangereusement sur les bancs. Donc on voit que quand la mer se retire, l'estuaire de la Gironde se vide et que la houle arrive quand même, parce que c'est la houle, les grosses vagues arrivent quand même, et bien là, ça a tendance à déferler sur les bancs de sable. Par mesure de sécurité, une étude approfondie de la carte et un repérage sur zone sont indispensables. Au fond, présent un peu partout. Ça, c'est bien, c'est toujours agréable à lire. Donc les hauts fonds, il y en a un peu partout. Banc de sable en perpétuel mouvement, banc de la Mauvaise, Bonne-Anse, Montrével, Batture de Cordouan et Saint-Georges, en général plutôt mal balisés, ils doivent être côtoyés avec beaucoup de prudence en respectant le balisage en place. Parce qu'à mon avis, le balisage bouge en même temps que les bancs de sable. Tous les X mois, les phares et balises, l'entreprise phare et balises, enfin les phares et balises qui s'occupent de ça, je pense, déplace les bouées selon les bancs de sable. Donc vous voyez, en gros, pas de vent contre courant, ne pas y aller avec un gros coef, parce qu'il y a beaucoup de courant, ne pas y aller quand il y a une forte houle, donc là on a dit qu'il n'y avait même pas 1 mètre de houle, donc aucun problème. Faire attention au fond et ne pas rigoler avec les bancs de sable, bien surveiller, bien connaître et être, encore une fois, humble envers tout ça. Et ne pas se dire, je suis plus intelligent que le bloc marine, mon bateau est mieux, mon bateau il passe partout, mon bateau ci, mon bateau ça, parce que même s'il passe, une panne moteur et les problèmes commencent.
suffit que le moteur il se noie pendant quelques secondes et déjà, avec 4 nœuds de courant, les problèmes commencent. Chassiron. Pour mémoire, nanana, côte ouest de l'île d'Oléron, un peu de fond, des rochers, blablabla, la Cotinière, blablabla, banc de la Mauvaise. Donc, banc de la Mauvaise, c'est celui-là. Banc de la Courbe, Banche de la Mauvaise. Donc, c'est tout ça, là. Courbe et mauvaise. Et là, vous voyez, remous, attention, remous. Donc nous, c'est pour ça qu'on va passer au large, on va prendre le chemin des cargos. Et on va pas, ça sert à rien, je pense qu'on a largement assez d'eau pour pouvoir faire ça, vous voyez. Mais c'est exactement ce qui nous déconseille vivement, puisqu'ici il y a des remous, ici il y a des bancs de sable, etc. etc. Donc, hop, on vient se poser là, ça ne nous rallonge pas plus, pas bien grave. Banc de la Mauvaise, de sinistre réputation, confirmée par les multiples épaves dangereuses ensablées en bordure et en arrière du banc, impraticable par houle d'ouest, ne peut être fréquenté que par le plaisancier local très expérimenté, zone de déferlante soudaine, même si la mer semble calme. Quand même, ils nous mettent en garde, hein, et c'est pas comme s'ils étaient alarmistes partout, hein, c'est vraiment, ils nous mettent vraiment en garde, autant, si ce n'est plus, que le Ratsin. Pertuis de Montmusson, approche Côte Sauvage, etc. Donc ça, Montmusson, on connaît. Plateau de Cordouan, découvre à basse mer. Donc plateau de Cordouan, c'est la tache verte que vous voyez ici. Je vérifie que c'est bien cadré. C'est toujours bon, hein, c'est bien là, la capture, ce que je fais. Normalement, vous avez un bon son, une belle image et tout, ça doit être quand même agréable. Donc du coup, c'est bien le plateau que vous voyez au milieu avec le phare de Cordouan. Découvre à basse mer, au fond variant de 1 à 5 mètres sans transition. La navigation y nécessite beaucoup d'attention et de prudence. Très large zone de déferlante soudaine et dangereuse. Écrit en gras. On voit que, évidemment, ouais, ça monte d'un coup de 5 mètres, de 10 mètres, sans appel, quoi. Vous voyez que là, ça passe 4 mètres, 50, 1 mètre 80, 0, plus 2. Donc, quand même... ça monte très vite. C'est vraiment un plateau, un rocher, quoi. Transit La Rochelle-Royan, blablabla. Alors, transit La Rochelle-Royan. S'imposer une route ouest par Chassiron, déborder la côte ouest de l'île d'Oléron, rester sur les fonds de 20 mètres, aborder la grande passe ouest le plus près possible du chenal. Attention au trafic des cargos, pétroliers, pêcheurs et plaisanciers. Repérer les bouées et les alignements. Naviguer impérativement dans le chenal à la limite des bouées. Donc là, ils viennent de résumer ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire s'imposer une route ouest par Chassiron, donc on part à l'ouest de Chassiron, rester sur les fonds de 20 mètres, donc ça veut dire que ils veulent pas, les fonds de 20 mètres, vous voyez, c'est grosso modo la ligne blanche, bleue, c'est pas le bleu, c'est le bleu clair, on va dire ça, enfin, techniquement, c'est cette-là, la ligne entre le bleu et le blanc, c'est la ligne des 20 mètres. Donc voilà, on respecte la ligne des 20 mètres, c'est exactement ça, c'est exactement l'idée qu'on a, donc on peut vérifier en mer, grosso modo, si on est sur la bonne route, si on est au bon endroit, juste en regardant la profondeur. On regarde la profondeur, on rajoute évidemment la marée. Donc on va avoir de 2 à 4 mètres de marée, on a vu. Et à cela, on peut calculer notre route juste avec le sondeur. Juste avec la profondeur. Voilà, après ils disent aller à la grande passe ouest qui est ici et longer le bouée le plus près possible pour éviter les cargos. Donc c'est vraiment exactement ce que j'ai dit. C'est une bonne chose. Niveau de batterie faible. Là, attendez, bougez pas. On est bon. On a évité le drame. Très bien. Après, qu'est-ce qu'on lit? Modification de la passe ouest. La passe ouest d'accès à l'estuaire de la Gironde a été draguée et modifiée à titre définitif. L'ancienne passe est définitivement fermée en date du 20 mai 2014 et son balisage a été supprimé. La nouvelle passe a été décalée vers le sud à partir de la bouée d'atterrissage BXA jusqu'à la bouée numéro 7A
incluse pour donner une route nord-est. La suite du chenal à partir de la 7A reste identique à l'ancien qui est porté sur les cartes. Donc on regarde, on voit que BXA c'est celle-ci, c'est la bouée d'Ossen des cargos qui est au large, qui délimite le tout début de l'axe pour rentrer dans le chenal. Donc c'est la bouée d'Ossen BXA, et puis après il nous dit jusqu'à la bouée 7 ça a changé. Donc 1, 2, 3, et la 7 elle est là. Donc vous voyez, cet endroit-là est nouveau. Depuis 2014, il a été dragué définitivement et modifié. Attention aux courants qui poussent à la côte sur le pertuis de Montmusson ou le banc de la Mauvaise. Nous déconseillons de le franchir de nuit, cette zone dangereuse. C'est pour ça que je voulais arriver, évidemment, avant 20h, 21h. Et c'est pour ça que je pars aussitôt. Parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi il part à 5h du mat alors qu'il y a de l'eau, il y a marée haute jusqu'à minuit. On pourrait prendre le temps. Mais j'ai pas trop envie de découvrir cette zone pour la première fois de nuit. Donc attention, danger, banc de la Mauvaise, de jour. Donc banc de la Mauvaise, on parle toujours de ce qu'il y a au nord du chenal. Préférez l'arrivée sur l'entrée de la passe ouest depuis le large. Vous pouvez éviter le banc de la Mauvaise en atterrissant au niveau de la bouée numéro 1. Ici, là, la verte. Au large radio balise BXA pour guidage. Soit à l'étal de basse mer, courant faible ou nul, pas ou peu de houle. Donc eux, ils vous conseillent, vu que c'est dragué, vous voyez qu'il y a 20 mètres de profondeur dans le chenal, donc là, il n'y a même pas de problème de hauteur d'eau ou quoi que ce soit. Vu que c'est dragué, eux, ils peuvent vous proposer d'arriver carrément à marée basse, parce que là, c'est l'étal, quoi qu'il arrive. Donc l'étal, c'est quand la marée est haute, c'est au moment où la marée finit d'être haute et qu'elle commence à redescendre. Et l'étal de marée basse, c'est quand elle finit d'être basse et qu'elle commence à remonter. Et comme une balle de ping-pong, typiquement comme vous voyez sur Marée Info. Comme une balle de ping-pong, vous voyez que au moment de sa suspension en l'air ou suspension en bas, eh ben, la force est annulée, puisque pour passer d'une force dans un sens à une force dans l'autre, il y a un moment où ça s'annule. Et c'est ce moment où ce courant s'annule que on appelle l'étal et qu'on privilégie les arrivées au port ou les passages dans des endroits délicats. Donc eux, ils proposent carrément de venir à marée basse et de passer à marée basse et de rentrer avec le courant. On va voir ce qu'ils disent. Le début du flot, donc le courant qui rentre, vous pousse sur Royan, soit 3 heures avant la pleine mer à Royan. Davantage d'eau sur les hauts fonds, courant de flot, mais aussi houle probable et peut-être des déferlantes aussi. Attendez, que j'ai quelqu'un qui... C'est la capite. Alors, du coup, il y a un bateau qui risque d'arriver. Je vais être un peu sur le qui-vive le temps d'eux. Difficilement praticable par houle et vent d'ouest et marée descendante. Le choix d'une fin de pleine mer, 1 heure ou 2 heures avant l'étal de pleine mer, sera le bon choix. Suivant les conditions météorologiques et le type de votre bateau, faites attention aux courants montants qui vous déportent vers le banc de la Mauvaise malgré les apparences, la plus grande prudence et de rigueur. Donc, vraiment longer de verte en verte en faisant attention à ne pas se faire déporter vers le nord. Et ils disent que 2 heures avant la pleine mer, c'est parfait. Et donc 2 heures avant la pleine mer, c'est... là, on est à Saint-Denis. Il faut que je reprenne Royan. Marée info Royan. J'ai mon internet qui est vraiment dans le mal. Sécurité, veille habituelle. Ils arrivent à 12 nœuds, évidemment.
Ok, désolé. Quand on voit un bateau qui emprunte son virage pour manœuvrer, pour se mettre dans sa place de port, et qu'il est encore à 3 nœuds, forcément, on se fait toujours un petit peu frayeur. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, donc veille habituelle, canal 16 VHF, par le Cross-Etel, en 96 au téléphone. Sur votre route, 2 sémaphores, châssis rond et pointe de grave, sont à même de vous apporter 2 jours, aide, conseils, informations, en particularité état de la mer dans les passes. Appel sur canal 16, dégagement 10, même pour une simple prise de contact ou signaler votre passage. Donc ça, c'est très intéressant. C'est que évidemment, il y a le sémaphore de Châssis-Rond qui sont toujours là, toujours présents. Et du coup, le deuxième, c'est la courbe. Non, c'est... Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pointe de grave. Pointe de grave, c'est celui du haut, non? Celui qui est là? Ah non, pointe de grave. Ah oui, c'est Port-Médoc. Ok, c'est l'arrivée. Parce qu'après, il y a aussi le phare de la courbe, qui doit être par là. Phare de la courbe. Mais il n'a pas de sémaphore, c'est juste un phare. Alors que là, on parle de sémaphore. Ce qui est différent, c'est vraiment des gens que vous pouvez contacter et qui surveillent le plan d'eau. Donc là, si jamais on a des doutes, des questions ou quoi que ce soit, on peut toujours appeler le canal 16 dégagé sur le canal 10 et leur demander l'état actuel de la mer et de, si par exemple vous avez vent contre courant, voilà, voir un peu comment, si c'est praticable ou pas. Ils peuvent avoir des yeux sur le plan d'eau et vous dire alors que vous êtes encore au large, un petit peu plus loin. Ça peut être une bonne chose à savoir. Bateau pilote. Bateau pilote, bon, c'est pour les gros bateaux. On s'en fout. Largeur, inférieure, profondeur. Ça, je sais pas ce que c'est. Zone dangereuse, approche de la pointe de grave. À l'occasion, un moteur de faible puissance ne pourra étaler clapot très dur. Fort courant ou très fort courant à partir de 90 de coef. Clapot très dur, court et haché qui tend à disparaître à l'étal de pleine mer. Plateau de Cordouan, découvrant à marée basse, fond variant, transition très large, zone de déferlante soudaine, puissante et souvent très dangereuse. Vous pouvez vous rendre au pied du phare, une petite passe, blablabla, ça on s'en fout. Je vais vous le montrer, hein, c'est si on veut la folie de prendre ce petit cours d'eau là. Mais c'est pas pour nous, c'est vraiment pas pour nous. Au fond, à repérer, plateau de Cordouan, on l'a repéré, c'est celui-là. Pointe de Grave, c'est ici. Banc de Saint-Nicolas et son avancée très rocheuse, très dangereuse. Ok, ah oui, le banc de Saint-Nicolas, on le voit surtout sur Navionics. Regardez, il est... C'est ça, là. Ici, là. Banc des Olives, Saint-Nicolas. Très dangereuse entre la G5 et la Terre. La G5, elle est là. Donc, entre ici et ici, c'est très dangereux. Donc, bien passer au-dessus de la verte. Si on passe par la passe sud. Le banc des Olives, donc c'est celui qui est juste en dessous. En particulier, en approche de l'épave d'Hollywood. Il y a un bateau qui a dû échouer ici. On est censé le voir. Saint-Nicolas, on l'a vu. Les Olives, c'est là. Et on voit ici l'épave. Donc on peut tout situer, voilà, il faut vraiment tout bien situer. C'est des dangers qui sont écrits noir sur blanc et que vous ne verrez pas forcément en naviguant ou en vous renseignant de votre côté, etc. Il faut vraiment bouquiner et aller chercher les informations là où elles sont
des vraies informations fiables et pas des rumeurs de ponton, encore une fois. Faire très attention à ça. Parce qu'il est très possible que quelqu'un vous dise mais non, vas-y, ça passe sans souci. Parce que lui, il y est passé sans avoir conscience qu'il passait par petit coef, dans le bon temps, etc. Il vous dit ça passe tranquille, il y a de l'eau, il y a tout ce que tu veux. Et puis vous y allez sans réfléchir du coup, suivant son peu de conseils, son manque de conseils. Et vous vous retrouvez vente contre courant avec 90 de coef et 5 nœuds de courant. Voilà, bah, je pense que c'est à peu près bon. On a repéré tous les bancs. Et puis après, ça c'est royant, etc. Donc ça c'est fait. On peut checker rapidement l'almanach, voir ce qu'il raconte lui. Souvent il est mieux d'ailleurs. Marraine, de la pointe de Grave au Cap Ferret. La Gironde, Port-Médoc, Royan. Entrée de la Gironde. Il y a un fort trafic évidemment parce qu'il y a tous les bateaux qui vont à Bordeaux, quoi. Ils vont jusqu'à Bordeaux les bateaux, donc il va falloir faire vraiment gaffe à ça. Sémaphore de la Pointe de Grave, trafic sur les canaux 16, 10, 12, 14. L'entrée de la Gironde peut être délicate en raison de bancs de sable, coquillers, entre guillemets, 1 mètre à environ, 1 mètre à basse mer, à l'arrivée au sud du chenal de la passe sud, quand on entre en Gironde pour rejoindre celui de la passe nord. À la base, je voulais passer sud, mais au final, on va passer nord pour l'aller et on fera le retour à la passe sud, je pense. Des courants puissants jusqu'à 5 nœuds en vives eaux, donc par fort coef. De nombreux au fond débordant les pointes de la courbe, de Grave et le plateau de Cordouan. Banc de 2 à 3 mètres sur 4 HA hectares. Non, sur 4 HA, j'imagine. Entre le 10 degrés et le 45 degrés. Du phare sur 0,8 à 1,4 000. De la possible formation d'une barre sur les fonds de moins de 10 mètres et ou par houle contre-courant dans la passe, même par vent nul local. Un petit navire aura alors intérêt d'attendre au large que le courant de flot étale la houle du large, basse mer, plus 2 heures, ou Pauillac, basse mer, s'informer au sémaphore, nanana, nanana. Principaux amers. Donc après, il y a tous les amers pour avoir justement ce qui nous intéresserait, ce serait celui-là, cet alignement-là. Cet alignement-là. Et après, bon, après on suit les rouges. Il n'y a pas trop de problème, on suit la côte en vrai. Mais il serait bien de savoir quel est cet alignement-là. On voit qu'il y a un phare. On voit qu'il y a un phare. Donc il faudra voir avec quoi il s'aligne ce phare. Le phare de la courbe. C'est pas celui-là? Si? Non, c'est pas celui-là. Le phare de la courbe, il est là. Le pylône de l'ancien radiophare, difficile à voir. Comment il s'appelle celui-là? Attends, on va annuler la route. Comment il s'appelle? Est-ce que c'est le radiophare, ça? Comment tu t'appelles? Et en plus, il est même pas. Vous voyez qu'il est pas éclairé, donc c'est possible que ce soit ça. Possible que ce soit ça. Parce que vu que vous voyez que là, il a une petite goutte violette, magenta, et là, il n'en a pas. Donc, ça a beau être un phare, il illumine pas. Le pylône blanc dit la chaise, la tour blanche de 36 mètres du radar au-dessus des arbres, le phare de la pointe de Terre-Nègre, tour blanche, 27 mai, sommet rouge. Au milieu de l'estuaire, le phare de Cordouan, avec sa tour blanche à son sommet gris, domine à 68 mètres. 68 mètres, ça va être beau aussi de voir ça. Les passes d'entrée. Ne pas s'y engager lorsque la houle est supérieure à 1 mètre et contre le jusant. Donc
l'eau qui descend. Attendre au large que la houle retombe à basse mer plus 2 heures. Évidemment. S'il y a un truc qu'on peut pas faire, c'est se présenter là-bas contre le courant à marée descendante, quoi. Ça, c'est sûr. La grande passe de l'Ouest. Veillez le canal 12, 14 pilotage, pour avoir toutes les informations sur les mouvements des grands navires. Donc ça peut être intéressant sur la radio de se mettre en dual channel à ce moment-là et de faire une veille entre le canal 16 et le canal 12 et le canal 14. Voilà, vous pouvez faire en sorte que ça passe de l'un à l'autre. Et dès qu'il en repère un, paf, il reste dessus. Les alignements à suivre dans la nouvelle passe de l'Ouest sont... Après avoir reconnu la bouée radio-balise BXA, c'est 45 degrés 34,1 nord, 1 degré 26,6 ouest, mouillé sur l'alignement du chenal. Venir prendre la passe marquée à l'entrée par les bouées 1 et 2. 1 et 2. Suivre le relèvement. Attendez, je remets le micro là. Excusez-moi. Suivre le relèvement par le feu de guidage de la Palmyre jusqu'à la bouée numéro 6, alignement 57 degrés. Le feu de la Palmyre. Déjà, est-ce que ça c'est 57 degrés? Vérifions. C'est 57 degrés. Donc on parle bien de celui-là. Et donc il y a le feu de la Palmyre jusqu'à la bouée numéro 6. C'est là. Chenaler entre les bouées pour emprunter des eaux plus profondes entre le banc de la courbe au nord, balisé au sud par la bouée numéro 8, et le banc de Montrevel, balisé au nord par la bouée numéro 9. 8 et 9. Donc il y a ce banc-là, Montrevel, qui est ici, et le banc là. À partir de la bouée 13, ici, prendre l'arrière, l'alignement à 327,3 du phare de la Palmyre par Terre Nègre qui conduit en rade du Verdon. On parle de cet alignement-là avec celui-là plus celui-là. Et on le garde dans le dos. Et comme ça, ça nous permet d'aller jusqu'au truc du Verdon, hein, comme ils disent. Mais nous, on fera pas ça puisqu'on va aller ici. Mais au moins, si on arrive de nuit, eh ben, on saura quel cap. Imaginons qu'on arrive de nuit pour une raison X ou Y. On saura exactement quel cap garder dans notre dos, quel alignement garder dans notre dos pour rester dans de l'eau, dans le chenal, au milieu du chenal, là où il y a le plus d'eau. Danger nota. Éviter à tout prix de se laisser tenter par un raccourci coupant le banc de la mauvaise. Ça, ils le disent tous. Hein. Vraiment, un des pires endroits, et ça n'a pas l'air, c'est ici, hein, vraiment. Ensemble du banc de Matelier Nord et banc de la Courbe, en faisant route vers les bouées 4 ou 6, quel que soit le temps et l'état de la mer, même au large, même calme. Par fort coefficient de marée et en conditions météo particulières, on peut se trouver exposé à des vagues violentes entre les bancs Matelier Nord et Matelier Sud. Entre les bancs, les déferlantes sont constantes et dangereuses. Donc, de quoi on parle? En fait, comme je vous ai dit, ici, c'est comme Montmusson. On voyait qu'il y avait le même problème ici avec Montmusson, avec ce banc-là qui remontait, qui faisait que la houle qui arrive du nord-ouest, la houle, elle arrive du large, comme ça, toujours de nord-ouest. Et là, eh ben, elle grimpait comme ça et elle déferlait ici. Elle déferlait dans le chenal. Et ici, elle grimpait aussi et elle déferlait vers la côte. Ben là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'ici, ça passe de 13 mètres à 6 mètres, à 2 mètres, à 1 mètre, à 0 et à plus 20 cm, plus 40 cm, plus 60. Donc du coup, j'ai beaucoup dit donc du coup. Hein. Je suis désolé, excusez-moi pour mes tics de langage. C'est la première vidéo depuis 6 mois, ça fait longtemps. Donc forcément, il y a des trucs qui reviennent, qui se mettent mal, etc. Ça, on va essayer de se remettre dans le bain. Alors,
vous avez l'océan, les vagues, la houle qui va grimper, 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 grimper. Et une fois qu'elle est en haut, en suspension au-dessus de cette, enfin, en suspension, au-dessus de cette terre, là, au-dessus de ces bancs de sable, forcément, elle déferle. Et donc, on va avoir des déferlantes tout au-dessus des bouées rouges. Là, il faut imaginer qu'il y a de grandes chances qu'on voit des déferlantes, des déferlantes, des déferlantes. Et au sud de cet endroit-là, là où il y a le petit trait violet, là, tout cet endroit-là, tout le phare de Cordouan, pareil, ça va, les battures de Cordouan, ils appellent ça, ça va déferler, 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 déferler. Voilà. Il faut imaginer que ici aussi, le banc du Chevrier, ça fait déferler, 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 déferler. Et le banc des Olives, c'est dangereux parce qu'il y a une épave. Et le banc de les Rochers de Saint-Nicolas, c'est dangereux. Donc on a à peu près tout. On a aussi celui-là, qu'il faudra faire très gaffe. On a à peu près tout. On regarde au niveau de la mer. Et vous voyez, par exemple, quand on parle de batture de Cordouan, avec des bancs de sable qui se déplacent et des déferlantes, on voit très bien ce qu'il en est là. Et encore, là, il est possible que ça soit par petit temps et marée basse, quoi. Donc, à voir. Mais vous imaginez bien l'idée. Vous voyez que là, il n'y a pas de vague et là, il n'y a pas de vague. Mais ici, vu que ça remonte, forcément, il y a des déferlantes. Alors, bon, c'est des déferlantes qu'on voit depuis le satellite. Donc, elles sont peut-être pas si petites que ça, en fait. Parce que là, elles n'ont pas l'air bien grandes, pas bien violentes. Mais vous voyez, quand vous voyez ça, ça donne pas envie, quoi. Ça donne pas envie de se retrouver ni là, ni au milieu, ni ci, ni ça. Donc, on va prendre bien au large. Et on va venir chercher notre chenal, lui qui est ici. Voilà. Et le banc de la mauvaise, vous voyez, on voit qu'il y a des bancs de sable, etc. Et qu'il peut y avoir du remous. Après, ça dépend évidemment l'heure et tout et tout. Donc, pour ce type de navigation, comme pour passer le Ratsin, comme pour passer le Ratsin, vous pouvez le passer à la nage ou en paddle si vous respectez les éléments, si vous y allez au bon endroit, au bon moment, et que vous passez en respectant justement les bancs, les distances de sécurité, la profondeur, le ci, le ça. Je suis certain qu'on peut le passer à la nage, le Ratsin, si vous choisissez l'étale d'un petit coef par petit temps. Voilà. Et donc là, ça va être un peu le même concept. Il va falloir arriver à la bonne heure. Donc c'est pour ça, maintenant vous comprenez pourquoi je me suis dit que si j'arrivais un peu en retard ou quoi que ce soit et que je devais attendre un petit peu, ou trop en avance et que je dois attendre ou quoi que ce soit, c'est bien de se dire, de pouvoir... en plus, je partage ça avec un ami, ça fait toujours plaisir aussi. Mais c'est bien de pouvoir se dire, de partager ça à deux. Lui, ça fera sa première grande navigation, et moi, ça me permet de pouvoir être épaulé tout simplement à ce moment-là. C'est une nave que je peux largement faire tout seul, surtout dans ces conditions-là, hein, il n'y a aucun problème. Mais j'ai décidé de le faire partager parce que ça me fait plaisir. Et c'est là une grande nave depuis 6 mois, etc. Donc autant être au maximum de sécurité. Voilà, tout simplement. Et comme ça, même la fatigue ne pourra pas m'empêcher de faire cette superbe navigation. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était concret, concis, un peu de tout. Forcément, c'est technique. Forcément, ça a dû en faire décrocher plus d'un, mais c'est un passage obligatoire et vous ne pouvez pas vous permettre d'être chef de bord et d'aller sur l'eau si vous ne faites pas ça au préalable et si un quart de la vidéo et vous étiez déjà saoulé. Voilà. C'est primordial de savoir dans quoi on s'embarque, comment préparer, etc., etc., afin de préparer votre équipage, de pouvoir préparer votre bateau, de ne pas avoir à mettre le moteur et d'aller à 5000 tours minute et à 6 nœuds, vent contre courant dans le chenal pour pouvoir essayer de s'en sortir et parce qu'on n'a rien calculé et qu'on arrive complètement à l'arrache. Donc, c'est important que cette démarche-là, vous voyez qu'au final, pour les petites naves, on a pris quoi? On a pris 10 minutes, un quart d'heure, même pas. Pour la grosse nave, là, j'imagine qu'on a bien pris au moins 1 heure. Je ne sais pas trop le temps de la vidéo, je crois que je dois l'avoir. Attendez. 1h24. Donc, vous voyez, on a dû mettre 20 minutes pour les deux petites naves, 1 heure pour la grosse nave. 1 heure dans une vie, c'est quoi? Et surtout quand vous préparez une traversée de 15 heures, il faut au moins ça pour préparer ça. C'est ce que j'ai appris au Yacht Master. Ça s'appelle un passage plan, ça s'appelle une préparation de navigation en France. C'est des choses qui, normalement, sont enseignées. Si vous faites votre permis hauturier, ça sera enseigné. Si vous faites des cours de voile un peu poussés,
niveau 4, chef de bord, etc., ou croisière au large, forcément, vous allez en entendre parler. Et du coup, c'est primordial de passer par cette étape-là avant de larguer les amarres. Voilà. Et au moins, moi, ça me permet après, demain, après-demain, quand je vais faire ma nave, j'ai aucune question à me poser sur qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire, aucun calcul à faire. Je vérifie constamment dans mon petit carnet si ce que j'ai calculé, c'est toujours viable par rapport à ce que j'observe, parce qu'on parle de prévision. Il y a des choses qui sont sûres à 100%, comme la coef de marée et la hauteur d'eau. Ça, c'est sûr à 100%. Maintenant, il y a des trucs qui sont pas sûrs. C'est la hauteur des vagues, c'est la direction du vent, c'est la force des rafales, etc. etc. Donc tout ça, c'est des prévisions. Donc il va falloir se faire toujours vérifier avec ce qu'on a prévu que ça correspond bien avec les observations qu'on fait en temps réel sur le bateau. Mais voilà, au moins le chef de bord, il n'a pas de questions à se poser, il peut se concentrer sur sa navigation, sur le bonheur de ses équipiers, sur le réglage de ses voiles et sur la performance de son bateau, parce que je sais qu'en un coup d'œil, je vais avoir toutes mes notes qui sont écrites et j'ai bossé au préalable aussi, et je sais exactement dans quoi je m'embarque. Voilà, donc au moins la carte n'aura plus de secret pour moi avant même de partir, et je ne vais pas analyser la carte à l'entrée du chenal et en me rendant compte que d'un coup il y a 2 pages en disant attention, dangereux, dangereux, attention, fort courant, truc, etc. Vous étiez comme moi, vous avez lu comme moi, il y a une page entière de danger. Donc si vous vous rendez compte de ça au dernier moment, ben c'est trop tard, quoi. Donc c'est bien de préparer cela en amont, c'est obligatoire. C'est voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous partager cette démonstration. C'est une préparation de nav, il y en a eu plusieurs, vous connaissez, ceux qui me connaissent, ceux qui ont tous suivi, vous savez comment ça marche. Voilà, là il y avait une petite partie un peu plus technique où on va chercher du coup les bouquins, l'almanach du marin breton ou le bloc marine, où justement on vient chercher un peu des précisions autres que de la météo. Et voilà. Écoutez, sur ce, je vous embrasse et puis on se retrouve bientôt en navigation. On va voir un petit peu ce qu'il en est. J'espère vous faire quelques vidéos là avant cette grande navigation. Je pense que je réussirai à vous faire quelques vidéos. J'ai 2, 3 sujets j'ai envie d'aborder avec vous. Voilà. Donc je suis content de vous retrouver. Je suis content de refaire des grandes navigations avec Saori. Alors grand, bien sûr, t'as toujours une certaine échelle, hein. Il y a toujours plus grand, il y a toujours plus petit. Il y a toujours plus de vent, il y a toujours moins de vent. Voilà, il faut naviguer comme on l'entend. Moi, j'ai trouvé que cette navigation-là, par cette météo-là, c'était idéal. Et du coup, j'ai attendu, même s'il a fallu attendre une vingtaine de jours pour avoir ces conditions-là, pour avoir ces coefficients-là, et ben ça, je pense que ça vaudra le coup. On verra ce que la navigation donnera, mais je pense que ça vaudra le coup et ça me permettra de faire un grand trajet sans trop de soucis, quoi. Sans trop sans trop de questions à se poser, etc. Parce que on l'a travaillé en amont. Voilà. Bon, je vous embrasse, je vous laisse. Ça fait longtemps, j'ai beaucoup de choses à vous dire, forcément. Donc voilà, hop, on va mettre la caméra comme ça. Voilà, merci d'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des curiosités, si cette vidéo-là vous intéresse, sachez qu'il y en a d'autres. Vous allez dans la playlist de ma chaîne, vous allez dans les préparations de navigation. Il y en a plein d'autres. Comme ça, vous pouvez voir et revoir la méthodologie qui est à chaque fois la même, identique. Donc, si celle-là était un peu trop brouillon et pas assez claire, parce que j'y suis allé assez vite quand même pour pouvoir vous donner un maximum d'informations, vous verrez que d'autres naves un peu plus simples, et peut-être qu'il y a des endroits, des ports auxquels vous voulez aller, etc., qui ont déjà été préparés en navigation par mes soins et qui sont postés sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller regarder pour ceux qui sont intéressés. Et ceux qui ne sont pas intéressés, méfiez-vous. Attention, il est peut-être bon de s'intéresser à cela de très près. Voilà. Vraiment, si ces choses-là, ça ne vous parle pas, ça vous repousse, ça vous rebute, dites-vous que il va falloir que ça devienne un- un exercice à faire avec aisance, un maximum d'aisance, lucidité, compréhension de ce qu'on fait. Et il n'y a rien de difficile. Il y a un petit peu de géographie, un petit peu même pas de physique, il n'y a rien, il y a vraiment rien au niveau complexité. Il faut juste accorder du temps et de l'intérêt et bien comprendre ce qu'on fait. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis
À bientôt. Bye bye.